d'aborder en profondeur votre ouvrage. Est-ce que ce serait possible pour vous de me parler un peu de la nuance qui file tout l'essai, c'est-à-dire la nuance qui existe entre la différence entre le colonisateur et le colon? C'est-à-dire qu'il y a une différence qui est faite en première moitié d'essai, c'est vous différenciez un peu ce qu'est le colon, le colonisé du colonisateur, euh, mais on remarque qu'il y a vraiment une méconception de ce qu'est le colon en comparaison au colonisateur. Donc, vous ramenez les choses un peu à plat, puis vous redéfinissez les choses un peu, euh, comment je pourrais dire, vous remettez les pendules à l'heure, disons. Vous remettez les pendules à l'heure, j'ai l'impression, puis je pense que ce serait absurde d'aborder les enjeux de société actuels sans avoir cette définition-là que vous faites, ou cette distinction-là, du moins, que vous faites du colon Oui, versus du colonisé. comme souvent, ce travail-là a origine d'un malaise, je dirais, d'un Mm. double malaise, c'est-à-dire une façon traditionnelle, stéréotypée, et un peu scolaire ou militante, de présenter l'histoire du Canada du point de vue du Québec indépendantiste, disons. Et par ailleurs, un malaise aussi grand quant à la façon dont on présente l'histoire canadienne du point de vue du Canada anglais. Bon, en général, ces deux points de vue majeurs m'ont semblé malaisants parce qu'ils reposaient sur une nomenclature, sur une terminologie, bon, des concepts qui étaient impropres à comprendre la situation historique qui est la nôtre, hein, socialement, sociologiquement, eu égard à notre passé. Et pourquoi? Parce que bon, ça a commencé par bon, une histoire proprement québécoise. Là. On s'est enfermé, je dirais, depuis les années 1960, 1970, puis un peu après, dans une dialectique duale donc, entre les figures du colonisateur et du colonisé. Donc, quand on regarde, au fond, les maîtres ouvrages hein, du mouvement indépendantiste, je veux dire, Vadeboncoeur, Barbeau, et d'Allemagne, et d'autres jusqu'à euh, le réalisateur Pierre Falardeau, en passant par Gaston Miron, ainsi de suite, la question duale du colonisateur, du colonisé était centrale et elle l'était tout simplement parce qu'on a emprunté un vocabulaire critique de la colonisation à Albert Memmi. Bon, c'est-à-dire que dans les années 60, 70, on a lu Albert Memmi, puis on s'y est reconnu comme Québécois, c'est-à-dire qu'on s'y est vu comme colonisé, et on a vu, au fond, en les Canadiens anglais, des colonisateurs, bon, l'entreprise indépendantiste, au départ, dans sa forme radicale, là, plus celle du RIN que du Parti québécois, là, a consisté à militer pour la décolonisation hein, du Québec. Bon. Il y a un fondement historique, évidemment, à cette position-là. Il ne s'agit pas de la nier, au fond, dans ce qui fait sa dynamique historique, mais c'est simplement de tenter d'ajuster le vocabulaire pour mieux saisir ce qu'il en est, plutôt que de penser avec des termes qui sont inappropriés. Bon. Je crois simplement que nous aurions gagné à penser les rapports hiérarchiques sur un plan social et historique au Québec en se référant à une nomenclature à trois termes. Donc, les termes étant colonisateur, colon et colonisé, en n'omettant pas que finalement les, euh, les sujets dans cette histoire qui porte inexorablement le titre de coloniser, ce sont les peuples d'origine, qu'on appelle, non sans commettre un anglicisme, les Premières Nations. Donc, les peuples d'origine ont été colonisés sur un mode ethnique, surtout parce qu'au moment du régime français, c'était quand même une toute autre histoire, mais surtout à partir de la conquête britannique et du régime anglais, où là, on a créé carrément des zones, des réserves, où on les a stationnés et où on les a tués. Bon, un petit feu. Presque complètement. Bon. Sur un plan à la fois,
dirais, vital, là, brutal, et sur un plan psychologique et culturel. Les Canadiens français, eux, je les vois plutôt comme des colons. Bon, et ils sont soumis à des colonisateurs qui ont changé de visage et qui ont changé de statut au fil du temps, mais qui ont néanmoins toujours régné, c'est-à-dire des bourgeois français, des bourgeois britanniques, des bourgeois états-uniens, des bourgeois étrangers, mais des grands bourgeois et ensuite des grandes entreprises constituées comme personnes morales en vertu du droit commercial de la fin du 19e siècle, là, et surtout du 20e, et qui ont régné sur eux. Et pourquoi avoir les choses ainsi? C'est une façon de casser le rapport strictement ethnique de cette historiographie-là, hein, où on aurait au fond des peuples homogènes et des Anglais qui règnent sur des Français. Bon, puis les Français ou les francophones ou les Canadiens français, les Québécois, puis là, on pourrait tout sortir l'espèce de soupe de gentillet qu'avait développé Pierre Falardeau dans Elvis Gratton, là, cette espèce de dénomination impossible qui est la nôtre, au fond, renvoie à rien d'homogène et en contrepartie, le sujet canadien-anglais non plus n'est pas homogène. Je veux dire, le concierge de l'aéroport de Hamilton qui, je veux dire, de génération en génération, occupe un statut social analogue, n'est pas un colonisateur. Je veux dire, bon, et bon, ben, l'avocat d'Outremont qui pratique le droit de père en fils et maintenant en fille, n'est peut-être pas strictement colonisé. Bon, là, il y a des enjeux sociologiques qui se posent et j'ai voulu, avec cette figure du colon, rappeler que les sujets sociaux dans notre histoire sont relativement complexes et que le colon lui-même mérite ensuite d'être présenté sous une forme adjectivée. C'est-à-dire qu'il y a des colons prolétarisés qui peuvent connaître une situation liée au travail, liée à l'endettement, liée à l'accès aux richesses matérielles, aussi difficile que la situation des colonisés, mais néanmoins en ayant un statut différent. Ce n'est pas parce qu'on souffre autant qu'on a le même statut, c'est un statut différent. La preuve étant qu'il a été beaucoup plus facile pour cette catégorie-là, lorsque les rapports de force ont un petit peu évolué dans les années 1960-70, de s'en sortir que pour le sujet colonisé qui, lui, était définitivement stationné dans sa réserve, quoi, et en quelque sorte estampillé d'une sorte d'un stigmate comme ça, ethnique, le déclassant, quoi, et le déclassant à ses propres yeux. C'est beaucoup ça aussi, la colonisation. Bon. Donc, le sujet colon, lui, ben, il est qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas un décideur. Il est un sujet qui est en situation conjoncturelle de profiter de l'œuvre coloniale, du projet colonial, de l'impérialisme à l'œuvre dans le projet colonial, qui est au fond de réduire un territoire et un État finalement à un énorme réservoir de richesses naturelles. Bon, et à les exploiter au profit donc d'oligarques, souvent étrangers. Bon, et à structurer toute l'activité législative, juridictionnelle autour de ce dessein-là, d'exploiter les richesses. Le colon, il n'est pas celui qui décide, n'est pas celui qui façonne, il n'est pas celui qui profite au premier chef, il n'est pas celui qui structure l'œuvre coloniale. Il n'est pas non plus celui qui écope le plus en étant simplement invisibilisé, comme on dit aujourd'hui, stationné, marginalisé, humilié. Il est entre ces deux positions-là l'intermédiaire, l'exécutant, l'employé, l'ouvrier, l'exécuteur des basses œuvres, celui qui est au front. Il est celui qui tient la pelle, qui manipule la foreuse, qui donne des coups de bâton. Il est celui qui cultive. Il est celui qui traite la matière au front,
mais il n'est pas celui qui en profite, si ce n'est que sur un mode indirect et fort partiel. Bon. Donc, il occupe une position qui est finalement pas très gratifiante, contrairement à tout ce qu'essaie de chanter de manière pathétique l'hymne national canadien. Là, il n'y a rien de glorieux là. Et ce ne sont pas des exploits, et il n'y a pas de hauts faits. Et puis, tout ça est assez prosaïque. Et c'est notre histoire. Et notre histoire est très prosaïque. Genre, je trouve très intéressant que ce livre, là, Bande de colons, soit paru à peu près en même temps, enfin juste après un autre livre de Mathieu Bellil qui s'intitule Voyage au pays de la vie ordinaire, là, si je me souviens bien, ou quelque chose du genre, là, où ce qu'il dénonce finalement, c'est au fond l'éthos ordinaire des Canadiens. Bon, et il parle en particulier des Québécois, mais cela vaut pour tout le Canada. C'est cette espèce de côté ordinaire, médiocre. On voyez un autre travail que j'ai fait sur la médiocratie, là, médiocre de gens qui se satisfont d'être moyens parce que c'est leur lot, comme colons, quoi, d'être moyens, d'attendre On peut parler d'aliénation aussi, là. C'est quand même c'est un terme qui revient parfois dans vos ouvrages, même assez souvent. Le terme aliénation est important ici. Puis votre ouvrage est important, je crois, en ce sens qu'il permet de redistribuer, disons, les responsabilités davantage aux colonisés, à l'oligarchie. On va en parler plus tard, mais on parle ici de l'exemple d'Irving, qui exerce un monopole dans l'Est du Canada. On peut parler peut-être de la responsabilité aussi du colon, sa responsabilité qui serait peut-être d'ordre mobilisatrice, c'est-à-dire que collectivement, peut-être, ça serait une question de se mobiliser. Puis c'est peut-être une question que j'avais à vous poser aussi, c'est est-ce que finalement, la bande de colons, ce n'est pas un appel à la mobilisation individuelle, à la responsabilité individuelle de, par exemple, prendre conscience de ces choses-là, prendre conscience du côté peut-être erroné de l'histoire, de la glorification injustifiée du Canada. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que finalement, l'objectif de Bande de colons, ce n'est pas un appel à la mobilisation ou ne serait-ce qu'à la prise de conscience peut-être qu'on vit d'une certaine façon dans un mensonge, tu sais? Dans un mensonge, je ne pense pas que ce soit un très grand terme employé ce matin. C'est Voilà. souvent les meilleurs, hein, les Ouais. termes les plus simples, là, si on Ouais. les emploie rigoureusement. Mm. Mais oui, il y a quelque chose de mensonger dans cette grande histoire du Canada. Je suis toujours surpris, moi, de voir à quel point il y a un écart, mais je veux dire, abyssal entre le mensonge que les Canadiens se racontent sur eux-mêmes et la violence de notre régime. Bon, si on parle bon, ça serait, je veux dire, mal avisé et vulgaire, mais je vais céder à la tentation de dire qu'il y a des cadavres dans le placard, parce que c'est littéralement de ce dont il s'agit ces jours-ci, hein, qu'on découvre. Hein, c'est-à-dire que le Canada découvre ces cadavres dans le placard. Et là, je le dis sans m'amuser d'un jeu de mots. Là. Il y a quelque chose de saisissant et de dramatique, non pas à cette découverte-là. C'est pas la découverte qui est dramatique, c'est l'histoire elle-même. C'est notre histoire comme telle qui est violente à souhait. Je dirais, est-ce que je dois rappeler que les architectes de l'apartheid dans les années 40 ont séjourné au Canada pour voir comment fonctionnaient les camps de concentration afin d'y trouver des méthodes. Bon, ensuite développées en Afrique du Sud. Donc, il y a effectivement quelque chose de mensonger et il y a effectivement une part de responsabilité et l'idée, c'est de l'établir d'une manière juste, quoi. C'est-à-dire que non, je veux dire, le Québécois moyen puis le Canadien moyen, ce n'est pas Brian Mulroney qui siège dans tout le conseil d'administration, ce n'est pas Van Horn, ce n'est pas Irving, ce n'est pas un décideur qui, je veux dire, a le pouvoir de façonner l'État, les institutions publiques, les lois et aussi une sorte de culture générale qui a une dimension informe là, pour satisfaire une oligarchie bon, qui, d'une manière comme ça, c'est tout à fait cyclique et établie et prévisible, exploite un territoire et n'a cure du reste. Mais quand même, il y a une éthique élémentaire qui nous amène à réfléchir sur la part qui lui revient à ce colon. Quelle est la part qui lui revient? Et la part qui lui revient, elle relève essentiellement, pour aller vraiment dans votre sens,
de ce qu'on pourrait appeler la restriction mentale, la complaisance, l'abdication intellectuelle, bon, qui est celle des Canadiens, honteusement, je vous dis, bon, utilisant affection des mots simples. Les Canadiens ne veulent pas connaître qui ils sont. On revient au connais-toi toi-même, là, attribué à tort à Socrate, là, enfin bref, le connais-toi toi-même. Là. Bon, ils ne veulent pas de ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, globalement, bon, toujours une minorité là, hein, qui sauve l'honneur, mais se demander qu'est-ce que c'est qu'être en 2021 sujet de Sa Majesté, dont l'État a pour chef une reine pathétique, quoi. Bon, Et j'ai envie, à ce et qu'est-ce que stade-ci, j'ai envie de vous citer peut-être à la page 199, justement, pour aller dans votre sens. Il vaut mieux accepter de nous tordre l'esprit de façon à nous dire semblable à l'image que renvoie de nous-mêmes le miroir déformant de la propagande à la canadienne, plutôt que de le casser pour nous admettre tel que nous apparaissons dans une image plus crue de nous-mêmes. Au final, c'est classique, mais c'est plus facile de justement rester dans cette espèce de, de de marasme mensonger-là, de rester un peu dans nos mensonges. Puis c'est difficile finalement de casser la coquille de la vérité, puis oui. un peu Oui, vous de parliez tout à sortir de ça. l'heure d'aliénation. Moi, le terme qui vient plus spontanément en tête, qui est voisin, c'est celui de la névrose, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver du confort dans cette contorsion-là. Alors, ce qui serait une définition un peu prosaïque de la névrose, là, c'est-à-dire qu'on s'habitue tellement à être disposé tout croche qu'on finit par associer ce mal-être-là au confort. Bon, c'est une forme d'aliénation aussi. Hein. Donc voilà, on se raconte qu'au fond, ce qui fait notre prestige, c'est un niveau de vie qui dépend d'une mondialisation absolument prédatrice. On se défend, je veux dire, d'être le pays des grands territoires alors qu'on fait partie des plus grands pollueurs du monde. On se défend, je veux dire, d'avoir une sorte de grande histoire alors que lorsqu'on la scrute un tout petit peu, elle est, elle est constituée d'annales, je veux dire Terry Fox, puis un championnat de hockey où je ne sais pas quelle, je veux dire, anecdote ne peut pas fonder une histoire nationale, mais ici, dans la confusion la plus totale, je veux dire, une anecdote vaut pour un fait d'armes. Bon, c'est pitoyable, bon, tout ça. Bon, c'était une sorte de bric-à-brac d'un pays qui a commencé à être un pays vainement comme ça au milieu du 20e siècle. Hein. Je vous rappelle que les banquiers, à la fin du 19e siècle encore, puis au début du 20e, quand ils travaillaient ici, ça pouvait être à Halifax ou à Montréal principalement, progressivement un peu vers Toronto, les grands banquiers, ils se disaient écossais, ils se disaient irlandais, ils se disaient anglais, même quand ils vivaient ici. Ici, on était comme les Bermudes, quoi. Le Canada, c'était comme les Bermudes, c'est juste un territoire rattaché à l'Empire britannique où on venait dire, exploiter tout. Mais ce n'était pas un État qui avait son fondement. Puis je pense que paradoxalement, c'est le mouvement indépendantiste québécois qui a vraiment donné, qui a vraiment verrouillé, au fond, le discours mimétique canadien de type nationaliste, quoi. Bon, qui est comme le reste, juste une sorte de bric-à-brac composite qui ressemble à rien, postmoderne, qui est complètement contradictoire parce qu'on emprunte à gauche et à droite toutes sortes d'éléments pour faire une sorte de tout qui n'a aucune. Quand je dis juste ici, le fait que ce soit le premier ministre qui nomme le gouverneur général, alors que le gouverneur général a autorité sur lui, ça nous montre à quel point, je veux dire, une république bananière est sérieuse à côté de notre régime, quoi. Tout fonctionne n'importe comment. Mais on se convainc qu'on est un grand pays sérieux, ainsi de suite. Bon. Et bon, pour résumer tout ça, je veux dire, il y a une formule qui m'a suffisamment parlé pour que je la retienne comme sous-titre du livre, c'est une mauvaise conscience de classe. Je pense que tout est compris, contenu dans cette expression-là, dans le sens où elle se veut ce syntagme-là se veut une fusion de deux expressions, hein, c'est-à-dire d'abord la question de la conscience de classe, qu'on doit, on le sait, au philosophe marxiste Guy Lukács, que je ne suis pas à la lettre dans sa perspective comme ça, un peu eschatologique communiste, là, c'est pas ce qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment toute cette partie de l'œuvre de Lukács, Histoire et conscience de classe, où le penseur hongrois nous rappelle, dans le premier tiers du XXe siècle, qu'on s'émancipe quand on est conscient de
ce que l'histoire a fait de soi. L'histoire a fait de moi un ouvrier. Voilà les conditions historiques qui expliquent là où je suis. Voilà pourquoi, voilà, moi, je suis dans un champ et je cultive. Moi, je vais dans une usine et je travaille en me demandant toujours si le lendemain, on va réouvrir les portes d'une manière suffisamment large pour que je puisse à nouveau entrer. Moi, je suis employé d'un bureau. Moi, je suis ministre. Moi, je suis actionnaire. Pourquoi? Bon, c'est pas l'individu qui se fait tout seul, hein, c'est l'histoire qui quand même façonne des destins. Et être conscient, hein, de sa classe, être conscient des modalités historiques qui expliquent la position qu'on a dans une société. Bon, mais nous, si on devait faire ça, nous aurions honte. Ah, c'est ça que je voulais dire. Il y a une résistance à cette conscience de classe-là parce qu'au finalement, on est assez médiocre historiquement. Si on se racontait autrement que tel que l'hymne national essaie de nous bercer, là, et de nous berner, nous aurions à nous raconter une histoire assez sordide de gens qui débarquent, parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien vivre, s'en tiennent au fond aux directives de la colonie. Bon, voilà, on spolie un peuple, on occupe les champs, voilà, on fonde nos églises, on fonde nos pensionnats, on fonde nos écoles, on arrive avec nos croix, notre culture, nos prières, nos chansons. Et puis, on est là pour servir des possédants qui, d'un point de vue politique, détiennent le Canada. Parce que le Canada, même la Nouvelle-France, était une entreprise privée, hein, qui l'administrait. Le royaume avait une sorte de souveraineté, hein, disons, strictement légaliste, hein, pour attribuer finalement quoi? Pour attribuer au fond des droits monopolistiques d'exploitation avec un cahier des charges qui supposait effectivement le peuplement, la colonisation, ainsi de suite. Mais au fond, la Compagnie des Centres associés a été beaucoup plus au fond importante comme acteur privé, hein, constitué d'investisseurs, hein, que le roi de France, qui était là plutôt comme à peine plus Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous dites. que la reine Élisabeth II. Oui. Je vais rebondir sur ce que vous dites, justement. C'était le cas à l'époque, mais justement, c'est encore le cas aujourd'hui. Vraisemblablement, avec Irving, par exemple, dans l'Est du Canada, qui existe un monopole sur les entreprises, la culture, la population, les politiciens. Donc, finalement, il n'y a aucun changement qui s'est produit sur Ça n'a pas changé d'un iota. d'un iota, là. Mais tout ce qui a changé, c'est le maquillage, parce qu'il Mhm. y a un Trudeau qui est passé par là. Je parle de l'époque tragique et non comique là, du Ouais, premier Trudeau. Bon, mais parce qu'il y a un Pearson qui est passé par là, parce qu'il y a, je dirais, tout un travail de sémanticiens puis de propagandistes qui ont travaillé un peu à restaurer l'image, le vocabulaire, la sémantique. Mais rien n'a changé. Je veux dire, le Canada reste une colonie. Et quand vous dites que nous constituons une monarchie parlementaire, c'est un euphémisme pour désigner une colonie. Nous ne sommes pas, il suffit de lire attentivement nos passeports. Nous ne sommes pas des citoyens. Nous sommes des sujets de Sa Majesté, puis même physiquement, notre passeport appartient à la personne même de la reine, à l'institution de la royauté. Bon, il y a, et au-delà de cette symbolique-là, la dynamique sociale, institutionnelle, politique, réglementaire propre au Canada est encore de nature euh, impériale, colonialiste. Bon. Et si on prenait conscience de ce statut historique-là, hein, nous serions amenés par dégoût de soi à nous affranchir de ce statut-là. Mais le problème, c'est que cette mauvaise conscience de soi suppose une confrontation à soi sur un mode collectif, pas seulement individuel, mais surtout collectif, qui est si douloureux, si désagréable, si peu tentant, que vous avez une majorité de gens qui préfèrent se complaire dans une imagerie sotte, bon enfant, pour ne pas dire infantile et puérile, hein, où nous serions finalement, au fond, qu'une bande de gentils hockeyeurs capables, par ailleurs, de créer un bras canadien sur un vaisseau spatial et de courir le tiers du pays sur une jambe en subsumant sous ces anecdotes sympathiques toute la réalité d'un pays, la réalité inavouable, quoi. Bon, et
Et donc, il y a mauvaise conscience de classe dans la mesure où il n'y a pas de conscience de classe parce qu'il y a une mauvaise conscience sur un plan moral de ce que nous sommes. Et puisqu'il y a une mauvaise conscience sur un plan moral, nous n'arrivons pas à ce stade de la conscience de classe qui ferait qu'on se dirait, bon, ne soyons pas sur un mode bêtement judéo-chrétien, en quelque sorte, accablés de honte par rapport à ce que nous avons été au point de nous neutraliser puis simplement nous complaire à nouveau, mais cette fois dans la position du coupable. Mais comprenons simplement ce que l'histoire a fait de nous, où est-ce qu'elle nous a placés, comment elle nous a conditionnés, comment elle nous a déterminés, et renversons le rapport, c'est-à-dire déterminons le déterminisme, quoi. Interrompons ce déterminisme, surmontons-le, transcendons-le, affranchissons-nous-en. Bon, c'est ce que je préconise, quoi. Bon, franchement, une émancipation de cette histoire-là, et cela suppose nécessairement et sobrement le démantèlement du Canada, qui n'a lieu d'être que pour spolier, exploiter, dominer sur le plan notamment de l'exploitation polluante, et ça se manifeste dès le régime français, des richesses naturelles, tout le territoire. Je vais peut-être justement par rapport à ça, je vais revenir peut-être un peu aux sources du terme colon. Est-ce que, est-ce que le terme colon, c'est un terme absolu, c'est-à-dire qu'on a le contexte canadien-français, on a le contexte, par exemple, albertain. Est-ce que, est-ce que tous les colons se valent, si j'ose dire? Est-ce que tous les colons s'équivalent, disons? Non. D'ailleurs, c'est très difficile de penser le colon en anglais. Oui. Parce que on le voit beaucoup dans votre livre, vous empruntez beaucoup de citations justement à certains penseurs anglophones, puis vous le précisez souvent entre crochets, entre parenthèses, que c'est pas le même terme, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes valeurs de mots. Donc, c'est important. Bon. Parce qu'en anglais, on a un terme, c'est malheureux, mais c'est peut-être pas innocent, qui est absolument dépourvu de dimension politique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de colon, on parle de settler. Et c'est très intéressant parce qu'on brise la chaîne. Dans les langues latines, il y a une chaîne sémantique qui se vaut bien parce que la racine nominale de chaque terme est la même. On va dire colonisateur, colon, colonisé. On est dans la chaîne de la colonisation. Mais en anglais, on a colonized, on a colonizer, mais le colon, lui, c'est un settler. Là, on brise la chaîne, en fait, voilà, la déclinaison. Sémantique et je dirais même étymologique, si on veut. Et on fait du colon un settler, c'est-à-dire quelqu'un qui est hors circuit du rapport colonial nommément, là, et qui est finalement presque un campeur. Parce qu'un settler, je veux dire, je ne sais pas exactement littéralement comment il faudrait le traduire, mais on a plus là l'idée de quelqu'un qui ne fait que platement s'établir. Non, le settler, c'est le settlement. Dans le settlement, c'est celui qui s'installe. Bon, il s'installe. C'est celui qui settles things. Comme un Il automate, s'établit. ouais, exact, une espèce de Mais il n'y a pas de variable dimension. sans âme. Exactement, Ouais, exactement. ouais. Il y a quelque chose de désincarné ou en tous les cas, ou de surincarné où on sent qu'on ne pense que l'acte, quoi. Et c'est tout. Alors que du moment qu'on pense la chose en français ou dans les langues latines ou dans d'autres langues, que je ne maîtrise pas et que j'imagine opérationnel, le colon est tout de suite lié à la chaîne. Vous ne pouvez pas penser le colon sans penser le colonisateur, vous ne pouvez pas penser le colon sans penser le colonisé, vous ne pouvez pas penser le colon sans penser la colonisation. Bon, et donc, quand vous avez, par exemple, une entreprise canadienne qui, dans l'histoire, a eu dans son appellation, dans sa raison sociale, l'expression colonial ou imperial, Colonial Inc., Imperial Inc., c'est pas par hasard, ça. C'est parce qu'on gérait une colonie de manière impérialiste, c'est dit dans le vocabulaire le plus légaliste qui soit. Bon, le colon, il a un lien avec la colonial quelque chose. Bon, et c'est ce lien-là qu'il faut penser, qui est ténu du point de vue des avantages, mais qui est absolument essentiel du point de vue de la pratique. Bon, et le problème qu'ont eu certains penseurs de la colonie, c'est d'avoir cherché d'une manière, je pense, soit naïve, soit idéologique, en tout cas sur le mode d'une méprise, très certainement, le colon comme agissant de son strict fait.
hein, le colon comme étant strictement autonome dans son travail de défrichage, dans son travail, au fond, d'exploration, comme s'il était une atome, quoi. Et ça, il y a trois occurrences que je peux citer rapidement. Là, il y a en France, sur un mode là, plus idéologique, l'île mystérieuse de Jules Verne, où euh, bon, cette espèce de grand récit fantastique, enfin, aventurier en tout cas, de militants américains pour la cause du Nord, quoi, qui se retrouve en fait dans une sorte de montgolfière à faire un voyage improbable, à aboutir sur une île du Pacifique et à se dire colons. Bon, colons sans colonisateurs, sans coloniser, ils sont juste les colons qui, au fond, qu'est-ce que restituent, au fond, la technoscience à l'occidental dans une île sauvage, quoi. Bon, et au fond, célèbre la domination technoscientifique de l'Occident en se présentant comme étant des colons tout seuls, quoi. Ici, on a quelque chose du genre, mais sur un mode beaucoup plus euh, prêchi-prêcha. Voilà, c'est un discours de curé, là, même littéralement dans l'histoire. C'est le roman du 18e siècle, là, du milieu du 18e siècle, et Jean Rivard, le déchiffreur, et ensuite Jean Rivard, l'économiste, où là, on a une figure qui vante le colon, qui est le brave Canadien français, qui va au milieu des mouches, veut dire au milieu des moustiques, dans l'âpreté du territoire et au risque de sa vie, je veux dire, bûcher du bois, défricher, travailler la terre et développer le territoire, mais tout seul. C'est un colon tout seul. L'Église est là simplement plus pour lui montrer le droit chemin qu'autre chose. Il n'y a pas de pouvoir. Il y a simplement des colons qui, tout seuls, comme ça, ont la pulsion de coloniser sur un mode autonome. Et le troisième texte, la troisième occurrence, ce serait quelque chose de plus émouvant et pourquoi j'ai plus de sympathie, même s'il me semble s'agir d'une méprise aussi, qui est le grand témoignage relayé par trois réalisateurs différents, Doris Lalancette en Abitibi, où il dit, voilà, mon grand-père, mon père, mon fils, moi, au passage, nous colonisons l'Abitibi, nous avons été des colons et nous voulons construire un royaume. Déjà, on voit que les termes ne sont tellement pas adaptés parce que si on est colon et qu'on se pense autonome, pourquoi pas fonder une république? Pourquoi vouloir absolument un royaume, retomber dans la monarchie? Enfin, c'est ce qui nous amène là, quoi, de manière un peu télégraphique. Euh, mais c'est ça, et qui, cela dit, lui, se prend la réalité au visage, il se rend compte que ça ne se peut pas être colon tout seul. Ça ne se peut pas être colon tout seul. Et dès qu'on est colon, on est en quelque sorte instrumentalisé. On est dépêché. On est... Bon, puis il y aurait... j'ai oublié le nom du réalisateur, là, mais il y a ce petit dessin animé qu'on doit à l'ONF là, sur les mouches noires, qui dure 5 minutes, hein, et qui nous raconte l'histoire finalement des urbains qui sont chômeurs, désœuvrés, et puis qui se font envoyer comme ça dans le nord ontarien ou en Abitibi pour construire un barrage au milieu des mouches, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que le colon n'est jamais tout seul. Et c'est une erreur que d'essayer de le penser tout seul. Ce que les anglophones arrivent mieux à faire, étant donné le signifiant qui est le leur et qui est malheureusement insignifiant, quoi. Donc, c'est pas insignifiant, c'est un insignifiant, en fait. Puis peut-être, là, on parlait de Jules Verne, on sortait un peu du Canada, mais est-ce que c'est pas la preuve à quelque part que cette, euh, cette erreur-là a été, cette propagande-là, si j'ose dire, a été intériorisée finalement par les citoyens, par les auteurs, par les cinéastes? Est-ce que c'est pas finalement euh, simplement que ça fait tellement longtemps qu'on nous rabâche les oreilles avec les mêmes mensonges, les mêmes chansons, qu'au final, dans la littérature, dans les arts, euh, dans la politique, dans l'économie, tout ça a été intériorisé pour finalement qu'on oublie la posture de l'oligarque, du puissant qui manie un peu les ficelles. J'allais dire dans l'ombre, mais c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais en fait, c'est littéralement ça, finalement, si on n'en a même pas conscience. Tu sais. Euh, Oui, question un peu, oui, parce que je mêle non. un peu un tout, là, je mêle Jules Verne, je mêle un peu, mais Oui, au oui. final, est-ce qu'il n'y a pas une espèce
de tort qui a été intériorisé finalement si on a oublié à ce point, par l'intermédiaire de la propagande, notre véritable place, disons, dans l'histoire. Oui, oui et non. Je parle du colon, évidemment. Oui, mais je vais revenir sur le côté justement invisible, puis bon, caché, puis un peu, bon, comme ça. Bon, le côté de la grande œuvre ourdie, puis bon, d'une part, puis Je vais d'autre peut-être part, juste bon, faire, l'intériorisation. je vais faire une parenthèse, je dis caché, jusqu'à temps qu'on commence à s'informer un peu, qu'on commence à fouiller un peu peut-être. Je veux juste faire cette petite parenthèse-là parce que c'est pas vraiment caché, j'ai l'impression. Ben, C'est c'est vraiment... justement, tu sais, je parlais tout à l'heure d'entrée de jeu pas de l'ignorance volontaire, là, il y a la servitude volontaire, puis il y a la restriction mentale, quoi. Bon, puis il y a toute la question de la servitude volontaire. Puis, la dimension volontaire de cet enfermement-là est très importante. Parce que les choses nous sautent à la face. Je veux dire, il faut vraiment vouloir ne pas les penser. Bon, collectivement, on veut vraiment pas les penser. Bon, on préfère aller à la ronde, on préfère regarder du hockey, on préfère s'enquérir de son pouvoir d'achat. Bon, et bon, c'est peut-être le propre, malheureusement, de bien des peuples aujourd'hui qui en ont gros sur la conscience. Hein. Mais c'est certainement. Mais nous, c'est pas simplement ce qu'on a fait, nous, à d'autres, c'est au fond le triste rôle que nous avions dans cette façon d'exécuter les basses œuvres du régime colonial, tout en tirant un très maigre profit. Bon, c'est encore plus gênant d'une certaine façon, quoi. Bon. Et donc, tandis qu'effectivement, on s'efforce de réitérer tous les récits de la dénégation. Bon. Lorsque ça nous saute au visage, ouais, là, je parle de tombes, de charniers qu'on découvre. Quoi. Bon, lorsque un rappel historique nous est fait, lorsqu'un livre paraît, qui est embarrassant comme une patate chaude, on ne sait pas qu'en faire, parce qu'on n'a nullement développé un discours qui serait à la hauteur. Parce que le seul discours qui est à la hauteur, il me semble, c'est de se dire cela est inadmissible au point où tout doit être refondu, puisque c'est dans son fondement même que notre régime au fond, était appelé à générer des actions aussi violentes, puisqu'il s'agit d'un régime violent, brutal et colonial. Et c'est peut-être la raison pour laquelle moi, je suis presque plus inquiet que soulagé ou amusé par le sort qui est réservé au statut de Johnny McDonald, par exemple, parce que c'est beaucoup trop peu. Moi, je voudrais déboulonner un État colonial en entier, pas des statuts. Bon, si on se dit que c'est simplement un symbole, pourquoi s'arrêter là? Bon, et puis si après ça, on fait brûler 4-5 églises alors que l'Église est déjà par terre comme institution, puis on n'est plus en 1950, là. Il n'y a rien de courageux à mettre le feu à des églises. On est dans une sorte de symbolisme de pacotille qui ne nous permet pas de prendre le taureau par les cornes. C'est tout le problème, chose d'une culture de l'empowerment et de la gouvernance, là, qui consiste à se dire, bon, ben, je dois agir, mon action doit porter, alors comme je suis petit, ben, je vais faire des œuvres et des actes petits, pour que dans la petitesse de mon acte, il y ait tout de suite une conséquence. Parce que la grande œuvre historique qu'il faudrait faire comme génération, comme société, ben, elle est exigeante, elle suppose des médiations, elle suppose du temps, elle suppose de la patience. Et elle ne suppose pas de résultat immédiat et je suis comme un enfant qui veut tout de suite le résultat. Alors, je peux faire brûler une église, c'est à ma portée, déboulonner une statue, c'est à ma portée. Maintenant, organiser le démantèlement du Canada et créer des biorégions souveraines sur un mode démocratique sérieux et institué, c'est une autre histoire et on ne se sent pas à la hauteur. Est-ce que c'est justement, vous parlez de peur, est-ce que c'est parce que collectivement, ça semble si infranchissable que justement, on est en quelque sorte en train de procrastiner à gauche, à droite, brûlant des églises, faisant un peu de vandalisme? Oui, c'est que si on prend c'est la la peur, mesure du finalement. problème, c'est tout devient trop grand. Ouais. Oui, tout devient trop grand. Tout devient trop grand et c'est normal, en fait, parce que la politique est l'affaire des choses trop grandes.
Si on ne comprend pas ça, on ne fait pas de politique. Ouais. On fait de la À l'image du Canada qui est grand lui-même, ne serait-ce que d'un point de vue vaste. territorial un Oui, peu, oui. qui échappe un peu à notre conception finalement d'un océan à l'autre, ben, finalement c'est tellement grand, c'est tellement inaccessible que peut-être c'est ce qui génère une certaine, peut-être pas peur, mais découragement peut-être, Oui, et d'angoisse aussi. ou d'angoisse. Ouais. D'angoisse, parce que l'angoisse, c'est le fait d'une activité pulsionnelle et psychique qui n'a pas d'objet. Mhm. On angoisse quand on n'a pas d'objet. Bon, c'est Mhm. de l'énergie psychique sans objet. C'est très envahissant, ça. Bon. Et j'ai l'impression qu'un discours d'accueil de cette critique, parce qu'une fois qu'on a démantelé, fait table rase, renversé, une fois qu'on s'est dit mentalement que bon, tout est bon à jeter, puis je pense que c'est ce qui reste du Canada pour ma part, je le dis sans état d'âme, assez Mhm. froidement, d'une manière rationnelle même, pour ne pas être dans un pur vide, ou pour ne pas en quelque sorte dériver vers des formes anarchisantes qui sont toujours rigoureuses ou très sérieuses ou qui sont qui ont pas beaucoup d'avenir devant elles si elles-mêmes on les traite pas sérieusement. Certains les traitent sérieusement, là, certaines, mais pour pas tomber dans une sorte de, je dirais, atavisme comme ça, anarchisant, facile, là, je pense qu'il y a un discours qui est une sorte de mélange de la culture anarchiste la plus rigoureuse, la plus intéressante, et surtout la critique liée à l'écologie, qui nous prépare de toute façon à revenir à des échelles qui sont viables, ce qu'on appelle les biorégions, par exemple. À penser la biorégion dans un cadre où tout s'effondre, il suffit de regarder ce qui se passe dans l'ouest du Canada de manière emblématique sur le plan mondial, c'est-à-dire des températures qui tutoient les 50 degrés, Mhm. hein, et des incendies de forêt qui partent à rien, puis des gens qui suffoquent tellement à cause de la chaleur qu'ils en meurent. Mhm. Bon, des histoires absolument terribles là, qui nous parviennent. Je veux dire, c'est l'enfer de Dante là-bas. Là. Bon, je dirais pas chez nous, pour parler de l'Ouest canadien, mais me semble inapproprié, mais en tout cas, c'est sur ce même territoire-là que ça se passe. Là. Bon, on voit bien qu'il faudra en revenir à des échelles beaucoup plus viables, sur un mode beaucoup plus humble du point de vue de la production et de la consommation, avec des techniques beaucoup moins coûteuses écologiquement, beaucoup moins conséquentes, en faisant fi de ce dont le Canada est le rejeton, c'est-à-dire la mondialisation financière, qui ne Mhm. date pas d'il y a 30 ans, là, qui date d'il y a très longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'élabore. Bon, puis le Canada a été simplement un rejeton, une créature du capitalisme mondialisé. Bon, sans lui, le Canada n'aurait pas eu de sens. C'est par rapport à toute cette espèce de comptabilité mondialisée des richesses concentrées par une oligarchie que le Canada a pu avoir du sens. Quoi. Sinon, Mhm. jamais des gens spontanément auraient créé une entité politique aussi imprenable et démesurée. Quoi. Bon, donc là, c'est d'en revenir. Bon, moi, je m'adonne à vivre dans une péninsule où il y a vrai, plus bon an, mal an, 50 000 personnes. Ben là, on peut se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait à 50 000 personnes? Bon, on peut confédérer les pouvoirs pour gérer des questions plus générales, l'hydroélectricité, ainsi de suite. Bon, il y a des choses qui peuvent se gérer sur un plan plus large. Mais l'ancrage doit être celui d'une biorégion où les circuits courts prévalent, où on consomme ce qu'on produit à petite échelle. C'est évident qu'on va en venir à ça quand l'acidification des océans va être telle que le réchauffement climatique sera tel, puis la perte de la biodiversité seront telles qu'on sera confronté à des défis inouïs et immédiats et lesquels vont s'accompagner de toute façon d'un effondrement plus ou moins inévitable du système de production et de consommation mondialisé qui est le nôtre et qui est invraisemblable. De toute façon, ça ne peut qu'être une parenthèse dans l'histoire. Bon. Et là-dedans, le Canada n'a pas de place. Quoi. Il n'y a pas de place. Il essaie de faire survivre ce modèle-là aujourd'hui en, en, en épuisant, en fond, ses ressources et son capital, mais il n'a pas d'avenir là-dedans. Puis peut-être Et donc, d'ailleurs, le passage, il se fait là, quoi, du Canada aux biorégions. Des souverainetés, je veux dire, éclatées, puis interreliées sur un vrai mode confédéral. d'ailleurs, justement, j'ai peut-être une question un peu plus technique par rapport à ça. Il y a un terme qui revient souvent dans votre ouvrage, c'est le terme qui se rattache à la plurinationalité.
Est-ce que c'est un peu ça, au fond, c'est de fonder des sociétés plurinationales? Si oui, en quoi ça diffère, par exemple, du multiculturalisme? Je me doute de la Euh, réponse, mais est-ce que ouais. ces deux choses, une ne va pas sans l'autre ou... D'abord, avant tout, avant de parler de plurinationalité, ce qui m'intéresse, c'est l'arbitraire du territoire, Mhm. eu égard aux enjeux écologiques dont on ne peut pas faire l'économie désormais. Là. Bon, encore une fois, regardez le nombre d'ouragans qu'il y a eu aux États-Unis depuis le début du siècle, regardez ce qui se passe dans l'Ouest canadien, considérer le phénomène d'acidification des océans ici, qui est moins spectaculaire, mais quand vous vivez en région côtière, vous pouvez déjà en mesurer les conséquences. Et imaginez ce qui se passe, même du point de vue des récoltes, même du point de vue... Et ensuite, il y a tout le phénomène socio-historique de la migration des réfugiés écologiques. Qui va finir par nous gagner. On va avoir des gens qui vont venir dans un désarroi total ici sur des bateaux de fortune parce que leur pays est en feu. Et quand ce ne sera pas le nôtre. Donc la question, c'est d'abord la question du territoire. C'est pas vrai qu'on va faire en Chine toutes nos babioles jusqu'à la fin des temps. C'est en soi inacceptable. C'est pas vrai qu'on va consommer continuellement des kiwis, des raisins dans toute saison qui viennent de 1000, 2000, 4000 kilomètres d'ici. À un moment donné, il faudra juste composer avec ce qu'il y a où que nous soyons, avec qui que nous soyons. Mhm. Et donc, ce sera dans telle communauté, je veux dire, des francophones, des anglophones, des Mi'kmaq, des Inuits, il y aura des gens. Et il faudra composer par rapport à des dynamiques territoriales. Et j'insiste sur une chose, c'est tellement compliqué à expliquer à des Occidentaux qui, depuis 2 siècles, se font raconter que tout relève de la décision politique. C'est que les sujets occidentaux, les sujets humains, pour le dire comme ça, et leur frange dirigeante, là, qui a une responsabilité beaucoup plus grande dans l'histoire, euh, n'ont pas un rapport pur de domination sur les territoires et sur le temps. Dire, nous, sujets politiques, ne sommes pas souverains absolument au point de délibérer pour en quelque sorte ensuite disposer du réel et lui imposer le fruit de nos réflexions. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'histoire, nous collaborons, nous composons, nous conjuguons avec le vivant dont nous sommes. Point. Il n'y a pas de clivage. Nous sommes du vivant et nous composons avec le vivant. Et le vivant, à côté de nous, il continue à vivre et à nous imposer des ressacs par rapport à ce que nous lui faisons subir, je veux dire des conséquences, et puis à nous faire subir tout simplement sa propre évolution aussi. Nous sommes du vivant et nous composons avec lui. Et bien là, il faudra apprendre à composer avec lui et pas simplement à se dire, voilà, moi je pense que les nations devraient être comme ça, donc comme je l'ai décidé, on va les imposer comme ça, comme si ça se passait simplement dans le cerveau des sujets humains. Au fond, dans un fantasme démocratique où là, tout ce qui compterait, c'est la décision humaine. Au-delà de la décision humaine, si on peut un jour arriver à l'organiser d'une manière un tout petit peu démocratique, au-delà de la décision humaine, il y a l'histoire souveraine qui est celle de la souveraineté, comme le philosophe Georges Bataille l'a pensé. La souveraineté, ce qui s'impose à nous, c'est la souveraineté, c'est ce qui est souverain, mais au-delà même d'un souverainisme formel qui serait celui des institutions et qui est aujourd'hui de toute façon complètement dépassé. Puis, entre-temps, justement, on parle de souveraineté. Je ne vais pas parler de la souveraineté du Québec, mais je vais parler de la souveraineté des multinationales. Je sais que vous avez abordé à de nombreuses reprises dans certains ouvrages, même dans certaines entrevues, vous avez parlé justement du fait que certaines multinationales sont souveraines en ce sens qu'elles sont dématérialisées, qu'elles sont inexistantes sur un territoire. C'est-à-dire, par exemple, je peux prendre l'exemple de CGI, je peux prendre l'exemple de McDonald's, je peux prendre l'exemple qu'au final, oui, elles ont des conséquences sur un territoire, sur un environnement, sur un écosystème, mais d'un point de vue légal, d'un point de vue de droit, elles n'existent pas finalement. Puis ça, j'en parle volontairement parce qu'il y a un chapitre complet dans votre ouvrage qui parle de Irving. Je pense que ça a des conséquences monumentales sur l'environnement, le territoire, mais aussi sur notre découragement finalement, parce que c'est un mur, c'est un mur abyssal qui se tient devant nous. Finalement, c'est un obstacle qui est
a priori quasi infranchissable quand on pense, par exemple, à Irving qui détient les médias dans l'Est du Canada, qui détient... vous parliez, par exemple, d'un exemple, il y avait une exposition dans un musée où ce qui ne pouvait pas vous avez employé le terme, ils ne pouvaient pas s'oublier, il fallait qu'ils exposent une de leurs toiles à eux parmi les autres, par exemple. Une toile de Dali qui De peint Dali. un de leurs amis. C'est, on parle du territoire, on parle de la souveraineté, mais c'est quand même dur. Puis j'ai pas de solution, puis je pense pas que le but c'est de trouver une solution ce matin, c'est juste d'établir la problématique, mais le territoire, comment faire en sorte que le territoire nous appartienne alors que vraisemblablement il appartient à des gens qui n'en ont rien à cirer, qui sont sans foi ni loi, que par exemple ils vont procéder à une déforestation monstre tout en préservant la forêt qui entoure leur chalet. Tu sais, c'est un peu fâchant, tu sais, c'est un peu frustrant, mais en même temps, je vois ça comme extrêmement stimulant dans le sens que c'est bien de pointer ces choses-là. C'est pas entièrement décourageant, c'est stimulant, mais en même temps, de voir ce mur-là, de voir cet obstacle-là, il y a quelque chose d'un peu désespérant. Ouais. Je vous en parle parce qu'on parlait de souveraineté du territoire. Quel est... On a l'exemple d'Irving, par exemple, dans l'Est du Canada, mais quelles sont les conséquences, par exemple, sur la pensée, sur la culture, sur d'avoir un tel monopole d'une entreprise qui n'en a rien à cirer sur un territoire donné. Là, on a un exemple précis, là, mais au Québec, il y en a aussi, il y en a dans l'Ouest, en Alberta. Tout est fondé sur le pétrole, tout est fondé sur les bitumineuses. Quel est l'impact de ça sur le colon, si j'ose dire, là, sur Ouais. le... Oui, ben, quatre points. Ouais. 3 points, 4 points, 4 points là-dessus que je couvre là, succinctement, qui vont vraiment dans le sens de la problématique. D'abord, bon, moi, j'essaie de nous expliquer à nous-mêmes que nous n'avons plus à chercher à être souverains au sens de déterminer un territoire. Donc, quand on parle de la souveraineté du territoire, j'insiste sur l'ambiguïté du génitif, là, à savoir que c'est le territoire qui est souverain. Il y a la souveraineté du territoire, peu importe ce que des humains vont en quelque sorte ensuite imprimer dessus, peu importe les cartes qu'on va produire pour en fait en délimiter au fond des frontières, au fond des portions. Le territoire est souverain et c'est ce que la crise écologique là, nous rappelle. Il n'a pas été délibéré qu'il ferait 50 degrés en Colombie-Britannique. Bon, ce n'est pas un parlement qui a décidé ça, c'est le territoire qui est associé au climat, qui est associé à, qui est incommensurable, hein, d'ailleurs, qui n'a pas de limite. Non. Hein, qui est le monde, quoi. Bon, et qui est souverain, là, pour le coup. C'est lui qui a décidé qu'il ferait 50 degrés, quoi. Bon, et il faut composer avec ça, quoi. La crise sanitaire, c'est la même chose, hein, oui, pour beaucoup, parce qu'on a créé tout un réseau qui nous rendait au fond, vulnérables par rapport à la contagion, parce que les interconnexions n'ont jamais été aussi nombreuses. C'était tout à fait prévisible qu'il y aurait et qu'il y aura encore des pandémies de ce genre, puisque la mondialisation et la culture du tourisme et la monoculture ont favorisé à l'excès les interactions entre des gens qui sont dans des positions géographiques hétérogènes, quoi. Bon. Une fois cela rappelé, je veux vraiment mentionner d'abord 2 autres points qui vont ensemble. Oui, les multinationales sont souveraines du simple fait de ce qui les qualifie et détermine, à savoir qu'elles sont des multinationales. Et une multinationale, c'est un réseau d'entités qui ont, au pluriel, des existences parallèles là où elles sont fondées, c'est-à-dire ce sont des filiales, des entreprises, des sociétés qui existent au Canada, aux États-Unis, au Portugal, au Brésil, au Japon, en Russie, en Pologne. Voilà, elles ont comme ça des existences en droit liées aux États où elles sont. Mais comme telles, je veux dire, la somme des entités qui constituent le groupe de la multinationale n'a pas d'existence légale ou en a fort peu. Et en a insuffisamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, en droit, mais là, ça change heureusement progressivement, mais en droit, là, pendant très, très, très longtemps, la multinationale avait et continue largement d'avoir une sorte d'existence fragmentée. Google, par exemple, on a poursuivi Shell aux Pays-Bas, où il y a le siège social de Shell, pour ce que Shell commet à titre de ravage écologique
au Nigeria. Et puis, la juge a dit le siège social de Shell n'est pas lié à ce que fait la filiale de Shell au Nigeria. Bon, c'est des entités distinctes. Elles peuvent s'envoyer entre elles des factures, je veux dire, elles peuvent délocaliser des fonds, elles peuvent même se poursuivre en justice si elles deviennent folles. Ce sont des entités indépendantes et au fond, Coca-Cola, Total, Shell, Monsanto n'existent pas. Ce qui existe, c'est un endroit de myriade de filiales. Ce qui existe, par contre, c'est la solidarité financière des actionnaires de tous ces groupes-là à travers la structure. Bon. Mais Irving, c'est différent. Parce que Irving, c'est une exception aujourd'hui. C'est incroyable. C'est le contraire de multinationale. La multinationale essaie de dominer le monde en vendant un produit le plus souvent, ou une gamme de produits, des boissons gazeuses, des organismes génétiquement modifiés, je sais pas, du savoir-faire informatique, quoi, des composantes informatiques, des logiciels, ainsi de suite. Et là, on veut exister je veux dire, du Japon à l'Alaska, en passant par je dis, l'Asie, puis l'Amérique du Sud. On veut quadriller le monde. Bon. Irving, c'est le contraire. Ils se sont concentrés sur un territoire assez petit et ils ont décidé de tout y faire. Tout! Tout ce que vous pouvez imaginer, ils détiennent une équipe de hockey, ils ont tous les médias anglophones, ils impriment le seul média qui leur échappe, qui est l'Acadie Nouvelle en français. Ils ont des flottes de camions, ils font de l'emballage, ils ont une ferme, ils font même du biologique, ils ont un réseau de quincaillerie, ils occupent le territoire forestier de manière indécente. Ils ont des parts dans le pétrole, ils ont la plus grande raffinerie du Canada, ils ont des stations-service, ils sont des mécènes, il n'y a rien qui ne subventionne pas. Ça n'arrête plus. Et j'arrive même pas à épuiser le compte. Là. Je dis, ça n'arrête plus. Bon, et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en quelque sorte fait le contraire de ce que fait une multinationale, c'est-à-dire qu'ils ont diversifié à outrance leurs activités en se concentrant sur un tout petit territoire qui est en fait en gros la région canadienne des Maritimes, en englobant quand même une partie de l'Est du Québec et le Maine. Bon, et là, vous ne pouvez pas les contourner, quoi. Et donc, ce que je voulais dire, une fois qu'on a dit tout ça, vous dites, voilà, l'entreprise est souveraine, donc le Irving, c'est une exception, mais en gros, il y a des souverainetés. C'est ce que je voudrais quand même pointer qu'aucun acteur aujourd'hui n'est absolument souverain. Et dans mon petit livre Offshore que j'ai écrit en 2010, j'avais insisté sur cette notion de souveraineté offshore, c'est-à-dire, et non pas seulement de souveraineté offshore, mais sur cette notion de la souveraineté en tant qu'elle est réfractée. Pardon, je vais aller droit au but, je ne vais pas passer par tout le raisonnement. La souveraineté réfractée, c'est-à-dire qu'au fond, le souverain, c'est l'acteur qui arrive à trancher, c'est la fameuse définition de Carl Schmitt, là, qui arrive à décider en situation d'exception, qui arrive à décider de ce qui est exceptionnel pour qu'il intervienne et qui, au fond, décide. Le souverain, celui qui décide, c'est celui dont la décision produit un effet dans l'histoire, un effet palpable, vérifiable et immédiat. On vérifie que le Québec est souverain comme État quand il interdit de fumer dans les lieux publics, puis hop, on arrête de fumer dans les lieux publics. Quoi. Bon, il y a encore ce rôle-là, qui est, malgré Foucault, malgré tout ce qui peut être dit, qui fonctionne. Mais c'est une souveraineté réfractée. C'est-à-dire que l'histoire est composée d'acteurs souverains aujourd'hui qui se partagent et se disputent la souveraineté. Donc, les multinationales ont aujourd'hui une part souveraine évidente parce qu'elles peuvent délocaliser, peuvent investir, financer des carrières politiques, pas seulement des campagnes électorales, être présente dans les universités, je veux dire, développer comme ça des chantiers industriels colossaux, à faire la pluie et le beau temps dans bien des domaines. Mais il arrive un moment où on se rend compte que l'État est quand même encore capable de manifester sa volonté sur un plan fiscal, réglementaire. Bon, c'est timide. C'est timide, c'est largement insuffisant pour établir un rapport de force. Mais il y a quand même encore l'État qui a sa zone de prérogative, quoi, qui n'est pas tout à fait celle des multinationales. On ne peut pas non plus nier que l'État existe encore, mais ne serait-ce que pour servir de bras, de partenaire de la multinationale, mais sur un mode autonome quand même, relatif. Bon, puis là-dedans, il y a aussi la souveraineté des mafias, qui est très difficile à établir, mais qui existe de manière indéniable, quoi, des grandes mafias, quoi, qui sont peu puissantes et qui le sont de manière opaque. Et il y a la souveraineté du peuple, le peuple qui n'en peut plus, le peuple qui sort dans la rue, le peuple qui, le gros animal, ce Platon, là, finit par faire valoir sa volonté. Donc,
Ce qui m'intéresse au titre de la souveraineté, c'est en penser le carrefour et voir que ces 4 souverainetés-là, au fond, on veut dire criminelles, entrepreneuriales, financières, populaires et étatiques, hein, sont en quelque sorte prises dans une 5e souveraineté qui les transcende, qui est la souveraineté de l'histoire, qui est l'alchimie au fond de ces 4 rapports qui elle-même a un caractère souverain. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment ça va prendre. C'est pour ça que l'histoire est imprévisible. On ne sait pas comment ça va prendre. Et ce ne pas savoir comment ça va prendre est une traduction même d'une forme supérieure de souveraineté là, qui renvoie plus à quelque chose de philosophique. Peut-être justement en terminant, euh, votre ouvrage, malgré le fait qu'il peut être assez désarçonnant sous bien des aspects, au point de vue de la prise de conscience, se termine quand même sur une note optimiste, dans le sens, sans parler d'optimisme, peut-être plus une note d'ouverture, disons. Euh, Selon vous, est-ce que, même si on est encore à plein, les 2 pieds là-dedans, on est encore, peut-être on manque de recul, pensez-vous que, en terminant, la pandémie va nous avoir fait prendre conscience de ça, ou au contraire, on est tellement empressé de retourner à la normale, entre guillemets, le plus rapidement possible que, au final, on va balayer ces questions-là sous le tapis? Parce que si on se remémore, en mars 2020, ça a quand même il y a quand même une mini prise de conscience au niveau de notre interconnexion internationale, mondiale, au niveau de nos interdépendances. Mais est-ce que vous pensez que la situation qu'on vit actuellement, la situation sanitaire qu'on vit actuellement, va contribuer à une certaine prise de responsabilité citoyenne ou c'est encore trop tôt pour le dire, peut-être? Les deux. Les Les deux. deux. Les deux, si on voit l'histoire dans le temps court, dans le temps long. Si on voit les choses dans le temps court, on peut décourager. On se dit, mais voyons, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, quoi? Je veux dire, l'Ouest canadien est en feu pour des raisons idéologiques, hein, en lien avec notre mode de vie. Puis nous, on parle que de hockey. Vous dire, qu'est-ce qu'il faut? Vous dire, quand est-ce que ça va arrêter? Je veux dire, il y a eu une crise sanitaire qui a été l'occasion de faire le point en mode existentiel, de se dire justement de se réfléchir sur la conscience de classe, sur le mode de la conscience de classe et qu'est-ce qui fait qu'on est là, qu'est-ce qui fait que ça s'est produit, qu'est-ce qui a favorisé cette crise, comment ça se fait qu'il y a des gens qui l'ont prévu. Bon, et puis est-ce que le capitalisme n'est pas au fond un vecteur de cette crise? Le capitalisme n'a pas inventé les pandémies, il n'a pas inventé les inégalités sociales, il n'a pas inventé la pollution, hein, mais il les a toutes accentuées. Il est un vecteur d'accélération de ces phénomènes-là et d'amplification. Bon, c'est l'occasion de réfléchir à ce que nous sommes. Et bon, plutôt, il a été question finalement de revenir à la normale, que bon, tout ira bien. Et là, dire, les banquiers du monde nous disent que ça y est, la relance est à nos portes, on réouvre les vannes, on débloque le tourisme, on reprend l'avion, on reconsomme comme des malades et puis ça repart parce que c'est à ça qu'on est drogué. Bon, c'est décourageant. Cela dit, sur un temps long de l'histoire, ce coup-là a porté sur les consciences, il a ébranlé les consciences. Malheureusement, c'est insuffisant. Cela dit, il comptera ce coup-là dans l'histoire à moyen terme et à long terme quand il y en aura d'autres. Parce que là, il y a des impacts. Là. C'est le coup du bélier. Bon, effectivement, la tête de bélier, le coup de bélier, je veux dire, il ne défonce pas la porte du premier coup, mais c'est bien parce qu'il y a eu des coups qu'à un moment donné, ça cède. Bon, ça cédera parce qu'il y a ces coups-là. Et ce n'était pas le premier, de toute façon. Hein. Il y a eu la crise économique de 2008. Il y a eu un certain nombre de phénomènes qu'on peut relier à un mode de vie. Bon, un mode de vie qui consiste à présenter comme impensable la critique du profit, de la concentration de la richesse et de la consommation et du gaspillage comme étant le moteur et le sens même de nos sociétés. Là, je parle parce qu'il faut faire vite de manière volontairement sommaire et un peu grossière, insatisfaisante, mais là, il y a quand même là un régime qui est à l'œuvre, qui est le nôtre et qui explique beaucoup de phénomènes qui posent gravement problème, éminemment.
Cet épisode-là sera un épisode parmi ceux qui conduiront à une prise de conscience massive. Bon, j'espère qu'on est capable de faire le lien entre la pandémie qui s'explique par le tourisme de masse, le déploiement mondial d'appareils de production capitalistes et la monoculture qui, sur le mode agricole, relève des mêmes logiques. Tout comme on sera capable de s'expliquer que ce même système provoque le réchauffement climatique, donc des incendies de forêt, donc l'acidification des océans, donc des raz-de-marée et des ouragans en série, et donc des migrations socialement perturbantes là, et dramatiques sur un plan humain en ce qui concerne les réfugiés climatiques.